Bonsoir à tous, c'est Tambour battant consacré à rompre le silence sur l'inceste. Cette émission a pour premier invité que nous recevons avec Hélène Mathieu, d'une part Arnaud Gallet. Arnaud Gallet, vous êtes membre de la CIVIS. Alors la CIVIS, c'est une commission sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Tout à fait. Et vous êtes en même temps le fondateur d'une association qui s'appelle Be Brave en France, Be Brave France. En fait, ça veut dire soit audacieux en France, comme ça courageux, audacieux, tout à fait. Oui. Bonsoir. Ce que vous faites, c'est finalement d'essayer de réagir à l'inceste et de voir comment les enfants et les jeunes peuvent réagir, mais surtout comment on peut les protéger contre l'inceste. Alors il y a des concours de BD, par exemple, pour populariser le sujet des violences sexuelles sur les mineurs et pour faire de la prévention. Au fond, ce genre de concours, le fait qu'on réfléchisse à la manière dont les animateurs sont organisés et travaillent avec des enfants, dont on travaille avec des enfants dans des colonies de vacances, etc., ça permet évidemment de prévenir le développement des incestes. À côté de vous, donc, Mathieu Bourrette. Mathieu Bourrette, vous êtes procureur à Reims. Vous avez écrit un texte qui s'appelle « La parole de l'enfant victime d'agression sexuelle dans les temps de la procédure judiciaire », qui a été publié chez RS. Et on peut dire que vous êtes habitué à ce genre de dossier et à ce genre de procès qui tournent autour de l'inceste. Alors, je voudrais commencer par vous, Monsieur Gallet, parce qu'en fait, cet engagement qui est le vôtre est la conséquence de quelque chose qui vous est arrivé pendant votre enfance et qui est justement un inceste. Tout à fait, même deux d'ailleurs. J'ai été victime moi, d'un double inceste par un grand-oncle. Alors même si on se dit effectivement qu'il y a toujours des définitions, mais avec une personne donc, de la famille et des cousins également, parce que j'étais violent entre l'âge de 8 ans et 11 ans par un grand-oncle qui était également prêtre missionnaire, et à l'âge de 12 ans par deux cousins. Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose qui me tient particulièrement à cœur. Et j'en ai fait, si j'ose dire, un peu effectivement mon métier également. C'est-à-dire qu'il y a bien un champ d'expertise. Il y a deux choses, en fin de compte, vous l'avez dit dans votre présentation. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'être survivant. Pour nous, le terme est important parce qu'effectivement, on a eu l'impression quasiment toutes et tous de mourir à ce moment-là. C'est tellement violent. Et donc de se dire vraiment qu'on a un devoir aussi par rapport à ça, un devoir en fait de changer la société avec la société. Et également donc des champs d'expertise. Je travaille avec beaucoup de personnes, comme par exemple la docteure Rada Hatem, qui est donc la fondatrice de la Maison des Femmes de Saint-Denis, avec laquelle j'ai cofondé le collectif Prévenir et Protéger, puisqu'il y a beaucoup d'experts en la matière, même s'il y a beaucoup à faire, on voit qu'il y a quand même de belles choses qui s'opèrent aussi sur le territoire. Monsieur Gallet, je voudrais essayer de remonter un peu au moment où la société française a pris conscience de ce problème. J'ai en tête évidemment le témoignage d'Eva Thomas en 1986, puis ensuite ceux de Christine Angot en 1999, et puis ensuite avec beaucoup de ses livres. Qu'on le veuille ou non, ça a beaucoup fait pour faire comprendre ce qu'était l'inceste. En tout cas, je le pense. Qu'est-ce que ça touche en fait un nombre très considérable de Français. Aujourd'hui, on évalue à 6 700 000 Français le nombre de Français donc, qui ont été touchés par ces problèmes d'inceste. En fait, on commence à prendre conscience de l'étendue du phénomène. Comment expliquons-nous ce retard ? Je pense qu'on peut l'expliquer déjà parce qu'il y a une dimension culturelle. Vous l'avez dit, les chiffres sont terrifiants. On parle même chaque année de 160 000 enfants victimes de violences sexuelles. Plus de 80%, ça se passe au sein même de la famille. Donc il y a effectivement énormément de situations d'inceste. On parle de 2-3 enfants par classe. Donc on peut se dire qu'il y a une culture par rapport à ça. Ce qui est important, vous voyez, vous le rappelez, il y a des témoignages qui ont été essentiels, mais je pense qu'on est passé en réalité pour moi par 3 temps. On a eu le temps d'Eva Thomas, et vous l'avez souligné, avec un temps assez fort médiatiquement, parce qu'on a besoin des médias aussi pour avoir une résonance d'une certaine manière, on voit bien que ça ne suffit pas. On a eu après un temps qui est essentiel, dont on parle assez peu finalement, on en a parlé quand même un peu, mais c'est essentiel de le rappeler ici, c'est celui de la parole libérée, avec effectivement des victimes de la pédocriminalité dans l'Église, du père Prénat, qui ne visait pas directement le prêtre pédocriminel en réalité, mais qui visait plutôt ceux qui n'ont pas dénoncé. Et donc il y a toute la question de la non-dénonciation qui s'est posée. Non-dénonciation par les parents, à votre avis ? Non-dénonciation de la hiérarchie, de l'Église, du diocèse, etc. On l'a bien vu avec le cas, exactement, le silence donc, du cardinal Barbarin, les fameux
je dirais, propos qui sont les siens, à savoir Dieu merci, les faits sont prescrits, quand même, quelque chose qui nous marque, quand même, d'une certaine manière, au regard de la non-dénonciation. Et là, vous avez un dernier temps qui est né avec ce qu'on a appelé le mouvement MeToo Inceste, mais surtout avec la Familia Grande, donc de Camille Kouchner. Pour moi, c'est essentiel, c'est l'ère des co-victimes ou des victimes collatérales. Et ça, c'est essentiel, et ça m'a particulièrement touché, voyez-moi, en tant que victime, grâce à Camille Kouchner, pour le dire de cette manière-là, j'ai compris les mots de ma mère, pour le dire aussi comme ça, dans ma propre histoire personnelle. Vous savez, quand j'ai annoncé à ma mère que j'avais été violée par un oncle, sa première réaction a été de se dire « on s'est fait avoir ». Et j'ai pas compris, j'ai mis 20 ans à comprendre, j'en ai même voulu terriblement, parce que j'aurais bien entendu préféré qu'elle me serre dans ses bras. Et j'ai compris maintenant, grâce à Camille Kouchner, en fait, toute l'emprise que ma mère pouvait aussi avoir vécue, aussi avec cet homme-là, dont elle avait une confiance absolue, qui par ailleurs était prêtre de surcroît. Et forcément, elle est tombée des nues complètement. Et donc, pour elle, ça a été une violence, un traumatisme inouï. Et je pense que du coup, on a ces trois témoignages-là, ces trois ères, si je peux le nommer ainsi, qui viennent interroger considérablement la société et qui ont donné lieu, pour finir là-dessus, à une prise de parole considérable, à mon sens, historique, du président de la République lui-même, Emmanuel Macron, qui a réussi à prendre la parole. Alors certes, il y a des choses à faire. Il y a la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles, donc, qui a été mise en place par le président de la République, ce qui, à mon sens, est une bonne chose. Et on verra effectivement par la suite, on attend beaucoup, bien entendu, qui est, alors soit effectivement des lois. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de lois qui existent en France, il faut le dire. Ce qu'il nous faut, ce sont surtout des actions, à mon sens, qui soient suivies des faits, parce que je pense qu'on a... Pour revenir à votre cas personnel, Arnaud Gallet, vous avez été souffre-douleur d'un père très violent. En fait, vous avez grandi dans un environnement un peu compliqué, et on peut dire que, je cite votre déclaration, je me prenais des claques, des coups de chausse-pied, des ceintures, des fessées. Ça ne se passe pas toujours avec la violence. Quelquefois, ça se passe avec quelque chose qui ressemble à de la persuasion, non ? Ah bah même moi, dans ma situation, en fin de compte, vous avez raison. Moi, je suis convaincu que dans ma situation personnelle, le fait d'avoir eu un père extrêmement violent, j'ai été l'objet, on va dire, pour des prédateurs, de se dire, voilà, c'est une proie idéale, pardon. Mais je le dis sans cesse, moi, le prêtre pédocriminel, donc le grand-oncle qui m'a violé, n'a pas eu besoin de l'usage de la force. J'ai été dans une sidération, une dissociation absolue, et qui a fait qu'à un moment donné, il a fait ce qu'il voulait de moi, d'une certaine manière, et comme ça se passe effectivement dans de nombreux cas. C'est pour ça qu'il était important en 2021 de revenir sur la question du consentement par rapport aux enfants, et de se dire vraiment qu'on ne peut plus poser cette question, et je pense que de manière générale, on ne peut plus la poser sur aucun viol, d'une certaine manière. Une relation sexuelle non consentie est un viol, en fait. Il faudrait qu'on arrive en France, c'est ce que dit effectivement la Convention d'Istanbul, qui a été ratifiée quand même par la France. On demande, nous, ni plus ni moins, que ce soit appliqué, pas uniquement pour les enfants, c'était important de le faire, parce qu'un enfant n'est jamais consentant à une relation sexuelle, ça c'était important quand même de l'écrire. Par contre, je pense que de manière générale, on peut même le globaliser pour bien plus, même sur la question des femmes notamment. Sur ce que vous expliquiez, il suffisait d'avoir des attentions, peut-être même de la séduction par ce prêtre missionnaire oncle, et après une sorte peut-être d'isolement. C'est plus compliqué que ça. Mais vous n'avez pas souffert vous n'avez pas souffert par exemple d'amnésie, parce que c'est une immense souffrance, c'est une sorte de négation complète de la personnalité, de qui on est, des références. Alors moi, j'ai fait une amnésie traumatique partielle, pour tout vous dire, et je peux vous en parler très rapidement pour bien comprendre en fait le schéma. Vous voyez, moi grâce à un gros travail thérapeutique de 10 ans, j'ai réussi à comprendre quelle était la stratégie de l'agresseur. Et je vais vous la présenter de manière très brève, pour bien comprendre. C'est que moi, il me présentait les choses. C'était un moment, si vous voulez, je faisais de l'énurésie. Donc je faisais ce qu'on appelle communément pipi au lit, voilà, jusqu'à l'âge de 12 ans d'ailleurs. Ce qui passe bien souvent avec des enfants victimes de violences, etc. Oui. Lui, il le savait, toute la famille le savait d'une certaine manière. Il dormait dans ma chambre, et dès que je faisais pipi au lit, donc tous les soirs, il me faisait venir dans son lit. Et donc j'étais souillé d'une certaine manière, donc ce corps impur, déjà, arrivé la honte. La honte. Voilà, exactement. Et lui, en fait, me présentait les choses comme une découverte de mon corps. Du coup, il y avait ce truc-là un peu sidérant de se retrouver, donc ce corps sale, quelqu'un qui me touche, je comprenais après, forcément, je le masturbais ou autre, etc. Mais sur le moment, j'avais pas les clés, j'avais 8 ans, il m'a fallu du temps pour comprendre ça. Et donc, il y avait tout un tas de choses, en fait, que j'ai complètement occultées dans ma mémoire et à garder uniquement des éléments. Moi, je le dis souvent, alors c'est un peu cru, mais parce que souvent, on se dit, derrière le mot viol, vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on met, moi je le dis, bien se rendre compte, quand à l'âge de 8 ans, j'étais donc enfant, je me suis fait sodomiser, la violence que c'est pour un enfant, et ce sont les seuls éléments que j'avais en tête, que je n'arrivais pas à comprendre, et j'ai grandi avec ça,
en me disant, au bout d'un moment, avec des répercussions terribles, vous voyez, toutes les relations amoureuses, je me suis refusé, par exemple, d'avoir pendant longtemps, vous voyez, je suis hétéro, j'ai pendant longtemps de me dire, bah non, c'est pas possible d'une certaine manière, donc ça m'a complètement troublé, parce que je n'avais pas compris ce qui se passait. Il a fallu que je passe, si j'ose dire, sur le divan, même si je me suis jamais réellement allongé, pour comprendre avec un psychiatre, pardon, très bien que ce qui s'était passé était un viol, etc., et toutes les conséquences que ça avait. Monsieur Bourrette, vous qui êtes procureur, quand vous avez en face de vous un enfant qui est dans cette situation et qui raconte ce genre de choses, évidemment, il le raconte moins clairement que Monsieur Gallet aujourd'hui, mais quand il le raconte, comment est-ce que vous faites, d'une part, pour savoir ce qu'il en est de l'authenticité de son discours, et d'autre part, pour essayer d'avoir suffisamment d'empathie pour encourager l'enfant à parler? On n'a pas véritablement fréquemment les enfants ou les victimes directement devant nous. La plupart des signalements que l'on reçoit sont des signalements qui sont reçus via des logiques tierces, que ce soit des parents, des institutions, services sociaux, etc. Et ensuite, ces éléments-là, on va les adresser aux services de police et de gendarmerie. Et la première porte d'entrée dans le cadre de l'enquête et la première relation entre la victime, enfant ou devenu adulte, mais parlons de l'enfant, et le système judiciaire, ça va d'abord être le policier ou le gendarme. Et donc il est absolument essentiel de pouvoir accueillir cette parole à la fois dans une logique de mise en confiance, mais aussi dans une logique de distanciation. Et ça, pardon, je respecte tout ce qui a été dit, et y compris cette douleur, et je ne voudrais pas que ce que je vais dire puisse être mal interprété. Mais nous avons besoin aussi de cette distanciation. Nous avons besoin de considérer, a priori, avec une forme de neutralité judiciaire, la parole qui arrive. C'est très compliqué à comprendre, puisque par définition, celui ou celle qui vient nous dire qu'il a été victime d'agression sexuelle, de viol, et encore plus dans une dimension familiale où normalement il y a deux choses, de l'affection et de la protection, part de l'idée, évidemment, qu'elle va être nécessairement crue par principe, par construction. Et nous avons, nous, l'obligation, dans le cadre de l'enquête que nous allons faire, de tout faire pour que cette parole puisse être accueillie dans les meilleures conditions possibles. Et il y a un travail depuis une trentaine d'années, je vous rejoins, même si je ne mettrai pas les mêmes dates sur ces différentes périodes que nous avons pu connaître, pour faire en sorte que la parole soit la mieux accueillie possible. Et je pense que nous avons fait des progrès, même s'il y a encore des marges de progression en la matière, mais toujours en nous disant que nous ouvrons la porte à une enquête. Et une enquête, ce n'est pas un point final. Une enquête, c'est d'abord un point d'interrogation. Et la victime, quand elle nous apporte toute sa douleur et son propos, elle ne nous donne pas le point final. Elle nous dit, enfin en tout cas c'est comme ça que moi j'analyse les choses, à vous de faire en sorte que ce point d'interrogation devienne un jour un point final. Est-ce que vous avez l'impression, vous, Monsieur Gallet, que les policiers et le procureur, éventuellement, face auquel vous avez éventuellement raconté votre histoire, ont été suffisamment à l'écoute, que vous avez été pris au sérieux dans de bonnes conditions? Moi, je peux en témoigner. La rencontre avec notamment la brigadière qui a pris ma plainte a été exceptionnelle. J'ai une personne qui était formée. Vous aviez quel âge? C'était assez récent, c'était il y a 3 ans. Ah donc vous étiez quand même oui. Donc, très mûr. Mais néanmoins avec une personne qui était formée, qui a eu vraiment le souci de remettre aussi les choses, si j'ose dire, dans le bon ordre, dans le sens où elle a su recueillir ma plainte vraiment dans tous les sens, dans tous les sens du terme. Et je pense, et je vous rejoins parfaitement, il y a un travail, il y a certes un gros delta, si j'ose dire, mais il y a surtout, à mon sens, des manques de moyens, je dirais personnellement, par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'il y a quand même néanmoins une vraie attention quand même tout à fait spécifique aujourd'hui qui est apportée de plus en plus quand même à la parole des enfants, etc., de manière générale. Est-ce qu'on vous a posé la question pourquoi si tard?
Non, on n'a pas posé la question, surtout que moi j'ai fait partie, c'est pour tout vous dire, des 22 signalements qui étaient faits par la commission indépendante sur la SIAZ. Ah, c'est la SIAZ. La SIAZ. Les abus sexuels dans l'église, voilà, cherchez le terme. De président Sauvé. Donc c'est suite au signalement qui a été fait au niveau du procureur, l'enquête qui a été ouverte, j'ai été reçu, dépôt de plainte, et puis là aujourd'hui il y a une instruction qui est en cours. Je vous ai vu secouer la tête pour dire non. Quand j'ai posé la question « Pourquoi si tard ?», on ne pose pas cette question. Pourquoi ? Parce que tout le monde comprend évidemment qu'on a été obligé, pour 1001 raisons, d'attendre pour porter plainte. C'est plus un sujet aujourd'hui, la question du temps par rapport à la vérité. Je crois que le premier temps, ça a été la fin des années 80, où on a justement fait évoluer les lois sur la prescription, en expliquant que le système judiciaire pourrait d'autant mieux fonctionner qu'on avait affaire à des victimes mineures qui étaient en situation délicate pour pouvoir déposer plainte et avoir une parole libérée au moment de la commission des faits, et qu'il fallait reculer les règles de prescription, et on l'a fait depuis 25 ans, assez fréquemment, la dernière fois encore il y a à peine un an ou deux, pour prendre en considération cette impossibilité de parler avant que le mineur ne soit devenu majeur, et puis de plus en plus loin dans le temps, une fois que le mineur était devenu majeur. Et si, pendant un temps, il a fallu que nous acculturions l'idée que dans ces domaines-là, de viol et agression sexuelle sur mineurs, il devait y avoir une différence dans l'appréciation qui devait être faite du temps par rapport aux autres infractions, nous avons intégré cette logique-là parce que ça fait maintenant 35 ans que les lois ont évolué en la matière, et toujours dans le même sens, de permettre l'allongement du temps pour mieux libérer les paroles, et de faire comment dirais-je, et d'éviter tout lien entre la véracité du propos et le moment où le plaignant souhaite exprimer sa plainte. Pendant quelques années, on s'est demandé si justement quelqu'un qui venait pas tardivement était quelqu'un qui avait fabriqué son histoire. Aujourd'hui, on a complètement abandonné cette idée-là. Ça n'enlève rien à l'objectivité dont je parlais tout à l'heure et la nécessaire impartialité de l'enquête. Mais on ne part pas de l'idée que quelqu'un qui vient déposer plainte tard, il vient pour autre chose que pour rechercher une vérité. Arnaud Gallet, comment les choses se sont déclenchées pour vous ? Parce que bon, je comprends bien qu'il y a eu cette commission Sauvé qui a déclenché énormément de choses, mais en même temps, comment ça s'est déclenché pour que vous en arriviez à expliquer ce qui vous était arrivé et à raconter exactement ce que vous n'aviez pas raconté jusque-là ? Alors moi, il y a eu deux temps. Il y a eu un premier temps devant la télé. Enfin, je le dis de cette manière-là. C'est-à-dire que j'étais face à un documentaire sur France 3 qui était sur la pédocriminalité dans l'Église, et de manière soudaine, sort de ma bouche, pour le dire de cette manière, sans que ce soit contrôlé. C'est ce que j'ai vécu. Et j'étais avec mes parents, et mes parents étaient là comme ça. Donc j'explique. Mais encore une fois, je n'avais pas toutes les clés. Il m'a fallu près de 10 ans d'une thérapie avec un psychiatre qui, je le dis souvent aussi, m'a sauvé, le docteur Forger en l'occurrence. Et pour comprendre, en fin de compte, toute la stratégie de l'agresseur, et être en capacité par la suite de le mettre en mots. Et c'est vrai qu'il y a en plus cette question pour moi d'amnésie. Alors j'entends parfaitement ce que vous disiez à juste titre. C'est vrai qu'on peut déposer plainte après. Pour moi, la vraie question qu'on a encore posée aujourd'hui, malgré les délais de prescription qui ont été repoussés, même si pour moi la priorité aujourd'hui, c'est bien entendu de protéger les enfants, etc. Oui. C'est essentiel. Il y a quand même cette question de l'amnésie traumatique, cette question également de la réparation qui peut être posée. On voit bien qu'à un moment donné, c'est toute la question du processus dans le cadre de la réparation au niveau de l'Église, reconnaissance, réparation. Et ben, on se retrouve dans quelque chose où quasiment tous les faits sont prescrits. Et là, vous avez un déni de justice, à mon sens. C'est-à-dire qu'on est dans une justice parallèle qui peut se mettre en place, dans une forme de réparation qui peut interroger. C'est quelque chose de nouveau. Moi, je ne suis pas là pour dire, mais c'est intéressant justement de le poser au débat. Je dirais, ça se passe quand même au sein même de la République. L'Église, même si c'est l'Église, ça se passe quand même en France. Et c'est intéressant, et je pense qu'on voit bien qu'on est tous face à cette situation. Il y a énormément de situations d'amnésie traumatique également, avec des personnes qui reprennent. Là, j'ai encore une personne, elle me disait pendant 50 ans. 50 ans les faits, et puis paf, il y a un truc qui revient. Même moi, vous voyez, dans ma propre histoire, j'ai des éléments qui reviennent là, récemment, qui forcément sont occultés, parce qu'il y a un traumatisme qui est tel que forcément, à un moment, le cerveau se met en veille, et les éléments reviennent peu à peu. La souffrance est immense.
souvent ça se traduit par le silence pour pas ressouffrir. Bien sûr. Mais comment croire l'enfant? Parce qu'en fait, croire l'enfant, souvent on a entendu il y a quelques années la fabulation, comment croire la mère qui peut-être est en procédure de séparation, voire de divorce et qui veut obtenir la garde. Il y a eu un guide, je crois, pour aider les professionnels à conduire les entretiens avec les enfants, que vous appelez NI, c'est le guide d'entretien avec les enfants, une méthode pour essayer de méthode faire... Nietzsche, c'est ça? Voilà, c'est ça, pour essayer de faire advenir la parole. Vous savez, peut-être pour répondre, si vous me permettez, à moins que vous voulez... Faites. les parents. Cette question, elle est essentielle de croire l'enfant. Je vais prendre un seul exemple, vous voyez, je vais décentrer un peu, mais pour bien comprendre. Donc moi, je suis directeur général d'une fondation, d'une association avant, qui était sur des crèches préventives. On a eu un jour une enfant de 2 ans et demi qui a dit « Tonton », en désignant le mari de l'assistante maternelle, m'a touché la zazette. Bon, forcément, information préoccupante, finalement, enfin bref, tout le truc qui se met en route, classique. Retrait, quelque chose qui est assez difficile, c'est-à-dire que la PMI agit, moi je demande en tant que directeur général, je dis écoutez, de toute façon c'est une personne qui ne peut pas exercer comme ça, donc tout le monde on va dire est mis au vert dans un premier temps pour qu'il y ait l'enquête qui se mette en place. Bref, c'est ça pourquoi. L'enquête se met en place donc, au niveau de la brigade des mineurs, et là on apprend que le tonton qui était désigné dans un premier temps, qui était le mari de l'assistante maternelle, finalement, n'était pas en réalité ce tonton-là, mais c'était le tonton, en fait, c'était le frère de la mère. Et l'enfant, en fait, dans cette question, finalement, de ce qui lui est le plus proche dans son environnement, avait désigné le tonton, qu'on appelait tonton au quotidien, pour se dire, finalement, ce qui s'était passé, quelque chose de grave. C'est-à-dire que l'enfant n'avait pas menti dans cette histoire-là. Alors certes, dans son discours d'enfant de 2 ans et demi, elle avait désigné dans un premier temps le tonton qui était le plus proche, d'une certaine manière, et nous, on en avait déduit que c'était lui. C'était lui. En fait, c'était un autre. Mais l'enquête qui était faite de manière brillante, alors c'est difficile pour une assistante maternelle, mais je veux dire, quand on veut croire l'enfant, on peut croire l'enfant, et on voit bien que par moment, effectivement, vu qu'un enfant est en construction, de sa manière de désigner les choses, ça peut être un peu plus complexe, mais en tout cas, un enfant, et je pense que c'est essentiel, Édouard Durand le dit quand même souvent, ne ment jamais, il y a forcément quelque chose qui est de l'ordre d'une vérité, et là-dessus, on doit croire l'enfant au maximum. Mais comment on peut le protéger contre la crainte qu'on ne le croit pas et qu'il affabule quand il dit quelque chose. Oui, mais encore faut-il qu'on soit sûr qu'il faille le croire. Et alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un pourcentage, est-ce qu'il y a un pourcentage d'enfants que, éventuellement, aujourd'hui on sait, qui ne disent pas la vérité à ce propos? Moi, j'avoue que je ne poserai pas les termes de manière aussi binaire, croire ou ne pas croire l'enfant. Ça peut dépendre des interlocuteurs et des intervenants. On n'a absolument pas le même rôle dans toute cette chaîne et toute cette intervention. Le parent protecteur peut légitimement dire « moi, je te crois ». L'enquêteur peut dire « moi, je prends en considération cette parole pour pouvoir ouvrir une enquête », comme le fait le procureur. Le médecin, le praticien peut dire « moi, je t'écoute » pour essayer de t'accompagner dans une thérapie de reconstruction. Et pour autant, est-ce qu'à un moment donné, quelqu'un a dit « je ne crois pas » ? Non. Personne n'a dit « je ne crois pas ». En revanche, chacun s'est trouvé avec la même parole, prise, analysée, dans des moments qui sont différents, avec des rôles qui sont différents. Et la réponse pénale, là aussi, doit être décorrélée de la question de la croyance de la parole de l'enfant. Moi, il m'est arrivé à plusieurs reprises de dire que je n'avais pas suffisamment d'éléments pour renvoyer quelqu'un devant un tribunal, sans pour autant qu'il y ait à déconsidérer la parole de l'enfant. Soit on considère que la parole de l'enfant est un élément qui suffit en soi à la justice pour pouvoir engager une poursuite et condamner. Il y a des situations dans lesquelles on l'estime. On pourrait évoquer les raisons pour lesquelles on l'estime. Et puis il y a d'autres situations dans lesquelles, à l'issue d'une enquête, alors est-ce qu'elle est insuffisante, est-ce qu'elle est suffisante, c'est pas toujours à moi de le dire, on considère qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments. Le fait de dire qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments ne dévalorise absolument pas la parole de l'enfant. Et là encore, on peut dire qu'il n'existe pas suffisamment d'éléments à charge pour condamner quelqu'un, sans pour autant dire qu'on ne croit pas ou qu'on est dans un phénomène de mensonge ou de manipulation. Moi, je n'oppose pas la parole de l'enfant à la notion de vérité ou de mensonge. C'est très clair. Monsieur Gallet, le brave moment,
qu'est-ce qu'il fait exactement en face de ce genre de situation? Il tient compte justement de toutes ces positions par rapport à l'enfant? Ah oui, tout à fait. C'est-à-dire que l'idée du Be Brave France et du Brave Movement donc au niveau international, c'est surtout une question de lobbying en réalité. C'est-à-dire c'est de faire des violences sexuelles sur les enfants une priorité. Et donc, effectivement, on prend en compte la globalité, y compris la situation dont on parle finalement assez peu, de la manière dont on peut aussi accompagner les agresseurs, etc. Parce qu'il y a un angle mort quand même dans tout ça, dans tout ce qu'on se dit, c'est aussi évidemment la manière dont on vient accompagner les agresseurs. Et pour nous, c'est essentiel. Donc oui, il y a une globalité. En fait, on inscrit notre action autour de 3 axes. Premier axe, c'est la prévention, bien entendu, parce que pour nous, c'est essentiel de faire de la prévention. La question de la justice également qui doit se poser. Et toute la question des soins. Parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a une inégalité au niveau de l'accès aux soins et surtout il y a des conséquences psychotraumatiques qui sont terribles. Et là aussi, c'est important de pouvoir mettre l'accent là-dessus. Donc, Mathieu Bourrette, dans les semaines qui viennent de s'écouler, l'Assemblée nationale a pris la décision au fond, supprimer l'autorité parentale des parents qui sont mis en cause en matière d'inceste. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou pas ? Alors c'est certainement pas à moi de dire ce que doit faire ou pas faire le Parlement, et l'indépendance du Parlement est absolue dans un régime démocratique. Moi j'applique la loi telle qu'elle est votée, avec les difficultés ou les faveurs que la loi veut bien me donner. Alors qu'est-ce que change cette nouvelle loi ? Jusqu'à présent, dans ces affaires de viol, agression sexuelle à caractère incestueux, le juge avait l'obligation de statuer, quand il condamnait, sur le retrait ou non de l'autorité parentale. Il avait l'obligation de statuer, mais la loi ne disait pas dans quel sens est-ce qu'il devait statuer. Il était considéré qu'il ne s'agissait pas d'une sanction, ce n'était pas une peine, mais c'était une mesure de protection. Là, le législateur semble nous dire, en tout cas, renforce la protection des mineurs. C'est ce qui a été voté. Le principe sera le retrait de l'autorité parentale, mais le juge pourra toujours en décider autrement. Exactement. Voilà l'évolution vers donc toute petite évolution. Pas nécessairement. C'est pas parce que on change le paradigme que c'est une toute petite évolution. On peut aller vers des habitudes, vers des logiques qui deviennent quelque peu systémique, et c'est peut-être ce que nous demande le législateur, de dire il y a un principe, vous pourrez y déroger. Je pense que dans ces sujets qui ont aussi une part de symbolique, le fait de poser un principe, même s'il est différent du précédent et qui peut paradoxalement aboutir au même résultat, et pas nécessairement simplement l'épaisseur du trait. Arnaud Gallet, qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle loi ? Vous savez, je vais paraphraser un peu ce que disait Édouard Durand par rapport à ça, en tant que magistrat. C'est-à-dire qu'il disait bien que le problème, c'est quand on se rend compte aujourd'hui que ce n'est pas justement automatique pour certains magistrats de le faire, évidemment, il faut bien, effectivement, peut-être sûrement passer par la loi pour pouvoir justement protéger des enfants. Pourquoi il disait ça ? Parce qu'on a bon nombre de situations qui reviennent, en fait, au niveau de la Civis, notamment, qui disent bien qu'il y a un maintien de l'autorité parentale sur des situations où il y a des condamnations, soit en matière d'inceste ou de violence conjugale. Donc quelque chose qui est une violence inouïe. Ce qui est souvent lié. Et on se retrouve dans des situations où l'enfant se retrouve confronté à quelque chose qui est hallucinant quand même, il faut s'imaginer. On a des situations où le père, par exemple, est incarcéré, parce que c'est souvent un homme, il a un pouvoir, d'une certaine manière, il peut exercer son autorité alors même qu'il a commis un crime sur son enfant. Enfin, je veux dire, refuser que l'enfant voit des psychologues. Oui, par exemple, un plat de choses, ou je sais pas, la scolarité, enfin un tas de choses en lien avec l'autorité parentale. Effectivement, c'est quelque chose d'insupportable. Évidemment, nous, ce qu'on souhaite néanmoins, c'est de rappeler évidemment, qu'il faut remettre les choses à l'endroit. Alors, vous l'avez dit, c'est très juste de le dire, parce que beaucoup ne l'ont pas vu comme ça. Il y a bien effectivement un alinéa qui dit bien que le magistrat reste souverain, et tant mieux d'ailleurs, en quelque sorte. Mais pour nous, il faudrait que ce soit systématique, de manière très claire. Alors, certains opposent effectivement une forme de danger ou autre. Je rappelle simplement que la question des condamnations en France, la question des violences sexuelles, c'est déjà tellement minime, réellement, quand on regarde l'ensemble, parce qu'après, il y a en plus des faits qui sont requalifiés, etc. C'est peut-être un plus vaste débat. Que pour nous, le fait que ce soit systématique de renvoyer un message clair au niveau de la société, je veux dire, si on veut vraiment changer les choses, à un moment donné, il faut qu'on se mette aussi les moyens pour les changer, et les moyens, c'est aussi changer de cette culture qu'il y a par rapport à ça, et cette culture, en fait, qui veut, si on souhaite protéger les enfants, faisons-le. Pour moi, ça me semble essentiel. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup.
Rompre le silence sur l'inceste, deuxième partie. Sur le grill, nous avons face à face Nathalie Moreau et Bruno Clavier. Alors Nathalie Moreau, vous êtes professeure d'art plastique en collège. Vous avez été agressée par votre père entre l'âge de 12 ans et l'âge de 14 ans. Oui. Et depuis un certain temps, vous vous êtes engagée dans une association qui s'appelle Arévi, une petite structure qui, depuis 20 ans, organise des ateliers thématiques en groupe de parole, sans pro souvent, pour écouter et pour permettre à tous concernés par l'inceste d'intervenir et de raconter leur histoire et de la confronter à celle des autres. Votre objectif est évidemment de réparer le traumatisme par une écoute mutuelle bienveillante. Alors, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette expérience, c'est que vous êtes ouvert à toutes les victimes d'inceste ou se croyant victimes. Oui. C'est des gens qui, au fond, on ne va pas chercher s'il y a une vérité ou pas au départ, mais le groupe de parole qui dure 90 minutes permet à chacun, au fond, de s'exprimer et de travailler. Et alors, vous participez en même temps à la CIVIS, dont on a parlé tout à l'heure, qui est cette commission concernant les violences sexuelles, l'inceste et les violences sexuelles, et donc qui permet aujourd'hui, au fond, de globaliser les expériences et de confronter les regards sur l'inceste. Alors, dans cette commission, mais aussi dans votre structure associative, d'une certaine façon, la définition que vous donnez de l'inceste s'étend à toute personne ayant autorité sur l'enfant. Ça veut dire que, au fond, chaque fois que quelqu'un touche à un enfant sans y être autorisé et avec, au fond, un acte sexuel ou coach, babysitter, beaux-parents, éducateur, et ben dans chaque cas, au fond, il est amené à rendre compte de ce qui s'est passé. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'une conduite incestuelle de famille, puisque vous avez plusieurs fois repéré des conduites incestuelles dans la famille. Alors, incestueuse, qu'est-ce que c'est qu'une conduite incestueuse ou incestuelle? C'est une conduite qui fait intrusion dans l'intimité d'un enfant. C'est-à-dire qu'une famille, protège l'intimité d'un enfant, respecte l'intimité d'un enfant. C'est la base de la construction de l'enfant. C'est de se construire à partir de son intimité. Une famille qui fait de l'exhibitionnisme, qui soumet un enfant à des images pornographiques, qui raconte comment elle fait l'amour à son enfant, etc. Voilà, c'est une conduite incestuelle, voire incestueuse, sans passage à l'acte. Mais donc dans notre association, il y a beaucoup de gens qui viennent, qui n'ont jamais été touchés par leurs parents. Mais la situation incestuelle, le climat incestueux Les a traumatisés. les a complètement traumatisés et ne leur a pas permis de se construire à partir d'une intimité stable et fiable. C'est-à-dire qu'on se construit à partir de sensations et de sentiments sur lesquels on peut s'appuyer pour ensuite aller vers l'extérieur. Si on est toujours en train de se poser des questions de savoir quelles sont les limites de son intimité, parce que les limites de cette intimité ont été franchies par les adultes qui sont responsables de vous, vous est très très difficile et très très compliqué ensuite de vous construire pour aller vers l'extérieur. Alors Bruno Clavier, vous êtes psychologue, psychanalyste, vous êtes clinicien. D'une certaine façon, vous êtes représentant d'un courant de psychanalyse transgénérationnelle. Oui. Et on peut dire que les premiers livres que vous avez faits, Fantômes familiaux chez Payot, puis ensuite ces enfants qui veulent guérir leurs parents, aussi chez Payot, puis ensuite L'inceste ne fait pas de bruit, des violences sexuelles et des moyens d'en sortir, aussi chez Payot. Et puis le dernier, il ne savait pas pourquoi la psychanalyse a au fond, négligé les violences sexuelles. Enfin, la psy, hein, la psy, oui. La psy en général. La psy a négligé les violences sexuelles. C'est quand même très fort d'accuser la psy comme ça d'avoir négligé les violences sexuelles. Et j'en fais partie. Oui, alors justement, expliquez-nous quelle a été votre démarche. Moi, ma démarche, elle est double, parce que je suis aussi victime et amnésique. Et tout à l'heure... Pendant des années. Arnaud Gallet parlait tout à l'heure, c'est vers 50 ans que je retrouve la mémoire, et de trois choses, des viols dans une pension, et puis
je me souvenais de l'inceste par mon frère, et puis dans mon travail, là, qui a presque duré 30 ans, il a fallu que j'arrive jusqu'à mon grand-père maternel. Donc, parce qu'en général, une violence n'est pas toujours seule. Enfin, voilà. Et il se trouve que j'ai été psy avant de retrouver la mémoire. Donc, ça veut dire que moi, j'avais appris une théorie qui était la théorie du fantasme. Et je le dis dans le livre, pendant 10 ans, j'ai reçu énormément de femmes amnésiques et abusées. Alors, j'utilise toujours le terme abusé parce que ça m'est reproché, mais comme c'est jamais dans la violence, enfin c'est dans la violence, mais c'est souvent par d'autres moyens, je garde ce terme-là. Et donc je les ai reçus pendant 10 ans, et pendant 10 ans, je les ai interprétés comme on m'avait appris, comme j'avais appris à la fac, comme la théorie freudienne avait appris, c'est le fantasme. Expliquez ça bien, parce que c'est oui, bien qu'on expliqué comprenne dans le livre, mais c'est... C'est-à-dire, c'est très simple, c'est très simple, c'est-à-dire que alors je vais faire court, mais Freud, ce qui est incroyable, sa première théorie, la toute première théorie, c'est toutes les personnes que je reçois ont été violées, violentées. Ça, c'est sa première théorie. Il donne des chiffres et il dit tous. Bon. Et puis, ça va durer pendant 1 an ou 2, et puis il change. Et pour des raisons que moi j'essaye d'expliquer, c'est que son père était pédocriminel. Donc son père se faisait faire des fellations par ses sœurs et par son frère. Donc, on peut dire que ça, c'est une théorie qui a été avancée par Monsieur Mason. Jeffrey Mason. Jeffrey Mason, il y a 25 ans à peu près. Et au cours de cette théorie, Jeffrey Mason a plusieurs fois, il a publié 2 livres que j'ai lus à l'époque, Le réel escamoté. et qui racontaient qu'au fond, l'origine du complexe d'Oedipe venait de quelque chose qu'on voulait cacher, et qui était l'agression paternelle contre Freud. Oui. Que Freud aurait voulu cacher. Alors tout à l'heure, vous avez parlé d'amnésie de la même façon. Juste pour dire que ça a été censuré jusqu'en 2006 en France. Hein, les lettres. Non, censuré, je ne dirais pas censuré, parce que moi je me souviens très bien que j'en ai parlé à France Culture, donc c'était pas censuré. Je peux vous dire, le texte où les lettres, où c'est marqué, a été censuré, ça ne paraît en 2006 qu'en France, j'en suis certain. Avant, personne ne le savait. Si vous demandez à Marie Balmary, je ne sais pas si vous connaissez Marie Balmary. Très bien, oui. Marie Balmary ne le savait même pas. Elle ne le savait pas, elle a écrit un livre, elle n'avait pas les lettres. C'est-à-dire qu'on a vraiment caviardé ces lettres, ça c'est certain. Et quand les lettres de Mason sont sorties en France, ça a fait un événement quand même intellectuel extrêmement important. C'est très bien. J'en ai un souvenir, si vous voulez, les journaux intellectuels titraient sur cet événement. Oui. Donc, en fait, il y avait quelque chose qui avait expliqué la manière dont Freud avait été amené à féconder sa théorie. Et donc, sa théorie, pour finir, la théorie du fantasme, c'est-à-dire qu'il a dit, toutes ces patientes, en fait, elles mentaient, et donc, elles fantasmaient. Et en fait, elles voulaient, c'est ce qu'on a dit pendant un siècle aux femmes, vous vouliez coucher avec papa. Mais c'était interdit, etc. Voilà, et c'est parce que vous avez refoulé que vous vous sortez si mal. Voilà. Vous comprenez que c'est terrible. Bon, et moi, j'ai fait comme beaucoup de psys. Pareil, sauf quand elle me disait que ça avait lieu. Mais quand vous avez la question de l'amnésie, ça complique encore tout. Il faut quand même dire que c'est une lettre de Freud à Fliess, au début 1897. Oui, c'est ça. Et c'est à ce moment-là que, au fond, Freud explique à Fliess qu'il a été, disons, agressé sexuellement. Enfin, il ne dit pas qu'il a été lui, il dit que c'est ses sœurs et son frère. Il dit que c'est ses sœurs et son frère, mais ensuite on comprend dans le texte que c'est de lui qu'il s'agit aussi. Bah oui. Et donc finalement... Par le père. Par le père, ouais. Par le père, oui, par le père. Donc il s'est intéressé à la question, mais très rapidement, ça s'est refermé. Ça se referme, il se fait ramasser à un congrès de psychiatres, et puis moi je comprends très bien, imaginez, il a fallu MeToo, il a fallu un siècle, lui il débarque avec son truc en 1900, vers les années 1900, tous les psychiatres allemands ils lui disent « oh là là », et vraiment lui faut comprendre, tu vas pas parler de ça, il arrête, et puis je crois surtout, enfin moi mon interprétation, c'est que c'est insupportable parce qu'il n'a pas de psy lui-même. Et il va faire un revirement, mais à 180 degrés, et il dit c'est faux. Bruno Clavier, il y a quand même quelque chose qui se passe qu'il faudrait tenter d'expliquer, c'est que tout à l'heure, pour un certain nombre de gens qui ont été victimes d'inceste, on parle d'amnésie. Oui. Et pour Freud, est-ce qu'on ne peut pas parler d'amnésie ? Évidemment. D'une sorte d'amnésie. Évidemment. Dans la mesure où il ne parle pas de ce qui est pour lui insupportable. Alors, à mon avis, je m'excuse, il était amnésique pour lui,
Puisqu'il n'en parle pas, il l'aurait dit sinon. Mais il le savait pour ses frères et sœurs. C'est pas une amnésie, il le savait. Alors après, il est rentré dans le déni. Il savait, mais il ne voulait pas savoir. Oui. Mais, Trop douloureux. Mais quand il le dit, alors vous voyez, ce que je vous dis, c'est que c'est là où c'est complexe, c'est qu'il y a des gens, moi je connais des professeurs de fac qui m'ont dit, en psychanalyse, qui m'ont dit, Freud fantasmait. Alors quand on en arrive jusque-là, je leur dis, bah, attendez, arrêtez, il marque pas, j'ai cru que mon père, il a dit, mon père a fait ça. Ça veut dire que, en plus, moi je pose la question, l'a-t-il vu ? Son frère ou ses sœurs lui ont dit. La chose qui est intéressante, c'est que Anna Freud, qui est la fille de Freud, a compliqué un peu les choses dans la mesure où elle a essayé d'empêcher l'apparition des lettres. Que soient publiées ces lettres. Oui. Donc elle a censuré au fond son propre père. Qui lui voulait aussi, parce qu'il a tenté de racheter les lettres à Marie Bonaparte. Oui, on sait pas très bien. Je pense que ce qui est intéressant quand même, c'est d'expliquer que peut-être c'est pour cette raison que des quantités de personnes qui allaient mal, très mal, qui allaient consulter, ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans, sans jamais se libérer de leur douleur. Exactement. Et on leur disait, on les culpabilisait puisqu'on leur disait c'est votre désir. Hein, comprenez bien, on a dit aux gens pendant un siècle, on a dit à ces femmes, mais c'est votre désir. C'est vous avez désiré papa. Et elle disait, mais j'ai tel symptôme. C'est ahurissant. C'est pour ça que c'est incroyable. Les symptômes physiques, énurésie, frigidité, absence de sexualité, enfin toute une série de cas que vous devez... anorexie, j'y tiens vraiment. Peut-être Françoise Lotto a aussi fait quelque chose dans ce sens, en disant que la petite fille était toujours consentante, d'une manière ou d'une autre. Ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Puis c'est dommage qu'elle a d'autres textes que je cite où elle parle très bien de l'inceste et tout. Et là, tout d'un coup, elle a une espèce de position inconcevable. Hein, mais j'appelle ça du clivage. Moi. Non, elle avance l'idée que les pères ne sont pas vicieux ni même pervers. Oui, non, c'est pas possible que les pères soient vicieux ou pervers. Et en plus, elle a écrit ça. Il faudrait se poser la question de savoir comment l'inceste arrive dans une famille. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de gens pervers dans une famille, alors comment se fait-il que l'inceste ait lieu ? C'est ça la question qu'il faut se poser, parce que à la limite, sinon... Oui, vous avez raison, mais si vous renvoyez la responsabilité sur l'enfant, ce que fait Françoise Lotto, oui, bien sûr, qui renvoie la responsabilité sur l'enfant, évidemment... C'est ce que dit Dorothée Ducy dans son livre, puisque c'est elle qui a fondé cette association avec d'autres. Alors Dorothée Ducy, son livre, c'est Le berceau des dominations. Anthropologie de l'inceste. Elle explique très bien, puisqu'elle a interrogé beaucoup de personnes, d'agresseurs en prison, et elle explique, elle fait donc des portraits. Ce sont des gens ordinaires, c'est des types bien. C'est des types, et encore, ils ont. On n'aurait jamais soupçonné de quoi que ce soit. Et encore, c'est ceux qui finalement ont fini par, ont avoué, et se sont retrouvés en prison, parce que vous avez la grande majorité évidemment qui se tait et qui ne dit rien. Mais donc, ce sont des gens qui, d'abord, ne sont pas du tout rejetés lorsqu'ils sont en prison. Ils sont tout à fait adoubés par les autres. Hein. On s'imagine que un violeur d'enfants, c'est quelqu'un qui va être maltraité en prison. Pas du tout. Parce que finalement, c'est un brave type. Donc il y a une reconduction pour elle, et je suis tout à fait d'accord, et je peux le constater à chaque fois qu'on se réunit. Il y a une reconduction d'une domination qui se fait dans la famille, c'est-à-dire il y a un dominant, il y a une pensée, il y a un système de domination et des pulsions. Dont la famille est agitée, on est tous concernés par les pulsions. Et puis finalement, la façon la plus facile de résoudre ces pulsions, c'est de prendre de la proximité. Qui est à proximité. Bruno Clavier, vous expliquez qu'en fait, le fantasme tel qu'il a été vendu par Freud, c'est un témoignage déformé d'un traumatisme qui est vécu au moment où l'enfant subit quelque chose. Exactement. C'est la première thèse de Freud. En plus, c'est ça qui est fou. Il dit le fantasme permet de comprendre ce qui s'est passé. Il va dire l'inverse après. Hein. Tout à l'heure, il y avait un cas qui était cité là, par Arnaud Gallet, un cas de déplacement. C'est pour ça que le phénomène de déplacement est extrêmement important quand c'est comme ça. C'est-à-dire que l'enfant, à ce moment-là, quand il est violé, surtout quand il est très petit,
il peut très bien, c'est ça qu'on va voir après dans les thérapies. Moi, je vois même dans ma propre histoire. Ma propre histoire, moi, des fois, je suis violé par Hitler. J'ai jamais été violé par Hitler. Alors, c'est qui Hitler? Mais vous rêvez de ça. Mais je rêve de ça. C'est ce que Oui, vous je vais appelez rêver. le déplacement. C'est ce que j'appelle le déplacement. C'est le fantasme. Ça, c'est le fantasme originel que Freud découvre. Et après, il dit non, c'est l'invention. Or, il n'y a pas d'invention. C'est-à-dire que, et vraiment, je milite pour qu'il y ait une formation plus poussée des psys, pour comprendre. Il faut comprendre. Moi, avant, il y a 20-30 ans, une fille disait, j'ai rêvé qu'elle fait des rêves toutes les nuits, qu'il y a quelqu'un qui la poursuit avec un couteau. On disait, c'est l'Oedipe. Ou qui ouvre la porte. Voilà, et on disait, ah, c'est oedipien. Alors, elle a voulu son père, mais alors elle l'a dit. On faisait des bricolages, pas possible. Moi, maintenant, je dis, vous avez ça, posez-vous une question. Pourquoi toutes les nuits, elle rêve qu'il y a un homme qui la poursuit avec un couteau? C'est ça que je veux dire. C'est le fantasme. Le fantasme, c'est simplement un déplacement pour pouvoir... Il y a un très beau livre qui s'appelle La Maison de Poupée, que j'ai beaucoup aimé, où elle fait un roman photo sur l'inceste avec son père. Et à chaque fois qu'elle est violée par son père, c'est pas son père. Elle met un squelette, elle met un loup. Hein, c'est ça le fantasme. Parce que c'est indicible, en fait. Ça permet de penser. Ça permet de penser, c'est-à-dire ça permet de se représenter l'irreprésentable, puisque on ne peut pas être agressé par son père, ça n'a pas de sens. Donc Alors comment est-ce que... il y a une... Moi je comprends comment on est aidé par l'association que conduit Arrivé. Nathalie Moreau, mais la question qui se pose, vous en tant que psy, comment vous pouvez aider aujourd'hui, compte tenu de ce que vous savez, un patient ou une patiente qui vous raconte qu'il a été violé par son père, Alors, s'il arrive à raconter ça. Alors déjà, À 76%, c'est des hommes. Hein. Oui, bien sûr. Et moi, déjà, je forme beaucoup de psys, parce que je me suis mis comme mission de former les psys à ça. Quand je donne des cours à la fac, j'essaie les futurs étudiants qui sont tout jeunes de les briefer là-dessus, leur dire, vous allez tomber là-dessus. C'est-à-dire que vos futurs patients, et ça va être des personnes qui ont subi tout ça. Et moi, mes propres patients et patientes, le mot là, il est bien dit. Quand tout à l'heure Arnaud Gallet parlait de 10 ans, 20 ans, c'est que c'est très long pour la reconstruction. Il a dit un truc très intéressant. Il a dit, tiens, il y a des détails qui me reviennent. C'est extrêmement important parce que quand moi je compare le viol, l'inceste à une bombe à fragmentation, ça fait pas un truc. Ça fait 1000 trucs. C'est-à-dire que vous allez avoir des éclats partout. Puis d'un côté, vous allez avoir la honte. D'un côté, vous allez avoir la culpabilité. D'un côté, vous allez avoir tout un tas de trucs incroyables, plus les mécanismes pervers, le chantage, le machin et tout. Il faut beaucoup de travail en thérapie pour démonter le système. Il y a quelque chose de plus complexe, on va revenir à vous, mais il y a quelque chose de plus complexe, Bruno Clavier, que vous dites, et qui m'a paru extrêmement éclairant. C'est cette idée que l'enfant désire sans doute sexuellement son parent, donc vous acceptez cette idée, mais vous ajoutez à condition qu'il ne se passe rien. C'est-à-dire ce que je dis, c'est exactement ce que je dis. Je dis Freud, quand il définit l'Oedipe, parce que ça y est, moi je reçois beaucoup d'enfants. J'ai moi-même des enfants, j'en ai eu. L'Oedipe, ça existe. Mais ce que Freud n'a pas dit, c'est, on va dire, la petite fille désire son père à condition que ça n'arrive jamais. Ça, il faut comprendre ça. C'est fondamental. Et ça veut dire qu'elle le désire d'amour. Ça veut dire qu'à ce moment-là, vers 3-4 ans, il y a effectivement une sexualité, mais quelle horreur! C'est-à-dire, donc, elle veut... C'est exactement comme un enfant. Un enfant, à un autre moment, va vous dire « je veux manger 1 kilo de bonbons ». Il le veut à condition qu'on lui dise non, parce qu'il sait très bien ce qui va se passer. Donc, ça veut dire que c'est extrêmement important, et cette définition manque chez Freud, et c'est capital. C'est à condition que ça n'arrive jamais, et ça doit jamais arriver. C'est comme ça. Dans votre association Arévi, là, est-ce que ce genre de choses, à votre avis, apparaît à un certain moment, à savoir que un enfant a désiré son parent, mais en même temps, il a souhaité que ça n'arrive pas, la relation sexuelle? Mais en fait, la question ne se pose pas comme ça. C'est-à-dire qu'on a parfaitement conscience qu'on va vers son parent avec tout son corps, avec toutes ses pulsions, avec tous ses désirs. Il n'y a pas d'organisation du désir ou des pulsions lorsqu'on est un enfant. On est tout entier désirant de son parent. Et le problème, c'est que le parent, lui, va choisir le corps, et c'est-à-dire qu'il va déshumaniser l'enfant. Et l'enfant se retrouve vidé
d'une structure psychique. Et ça, il faut le comprendre, c'est-à-dire qu'il y a une trahison. Et cette trahison, elle est enfin, je veux dire, moi, je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. C'est-à-dire, c'est la plus haute des trahisons. C'est-à-dire, c'est être utilisé comme un objet sexuel, être fécalisé. C'est-à-dire que l'enfant, lui, il est du caca, puisque ce que fait son papa, c'est lui mettre son zizi dans la bouche. Et son zizi, en plus, il sort des trucs de son zizi. Donc, je veux dire que l'imaginaire de l'enfant est totalement... il est castré, en fait. Il n'y a plus de possibilités fantasmatiques. Ses pulsions se retournent contre lui. Oui. Enfin, c'est très, très grave. C'est lui qui est sale. C'est lui qui est à l'origine. C'est lui qui a fauté. Et en plus, il ne peut pas dire non. Il ne sait pas dire non. C'est son père, donc ou sa mère, ou sa grand-mère, qui sont tout puissants. Donc c'est une agression de la pensée, quoi. Oui. Voilà. Je voudrais revenir sur le « à condition que ça ne se passe pas ». Oui. Alors, est-ce que c'est vrai, le « à condition » Parce qu'elle dit, en fait, on ne peut pas faire ce partage. Parce que l'enfant aime tellement, et lui, il ne peut pas faire ce partage. On ne peut pas faire ce partage entre ça se passe ou ça ne se passe pas. Ça, c'est a posteriori. On peut dire ça a posteriori, bien sûr. Mais... on ne peut pas dire ça quand ça a lieu. Ce que je veux dire, quand vous avez ce moment oedipien, c'est vers 4-5 ans, et ce moment sexuel, et moi, je soutiens que la majorité des violences sexuelles ont lieu là, à 3-4 ans. Quand on va comprendre ça, on va avancer. Mais je vais mettre du temps à le faire comprendre. C'est là. Pourquoi ? Parce qu'à ce moment-là, l'enfant est très sexué. Il a une espèce de poussée sexuelle. Et face à cette poussée sexuelle, et je le dis souvent, la période d'avant, c'est la poussée agressive. Qu'est-ce qu'on fait quand un enfant est agressif ? On ne va pas lui dire prends un couteau et vas-y, tue. Et bien c'est la même chose. Il y a une poussée sexuelle, qu'est-ce qu'on lui dit ? On l'informe. Alors on l'informe sur la sexualité. Les parents lui signalent l'inceste, l'interdit de l'inceste. Ils lui signalent l'interdit de tous les incestes. Et quand c'est fait, à ce moment-là, l'enfant intègre cette information et ça rentre dans le disque dur et tout va très bien pour la vie. Si vous croyez qu'il y a beaucoup de parents qui parlent de l'incest, y compris de l'inceste possible. Moi, je vais vous dire, dans une autre vie, j'étais maître d'école. Le jour où moi, je milite pour qu'on fasse de l'éducation sexuelle et de l'éducation sur l'inceste, et je dis bien sur l'inceste, à la maternelle en moyenne section. Absolument. On n'y est pas encore. Tout à fait d'accord. Ah non, mais on n'y est pas encore. Il y en a 3 agressés par classe. Et vous voyez, il y a même eu un truc très pervers. Non, c'est ça. Bien plus que ça. 1 sur 10. Par classe. Vous voyez, juste pour les chiffres, moi j'ai affaire que à des amnésies pratiquement. Donc ça veut dire le chiffre qu'on a cité tout à l'heure, ce sont les personnes qui déclarent. Je connais ça. Mais juste pour vous dire, moi quand j'étais petit, on me disait attention aux sadiques. Mais c'était quoi les sadiques ? C'était une espèce de mec là dans le fait divers qui traîne dans la rue et tout. Mais le jour où en maternelle on va dire aux enfants, tu sais, ton papa, ton truc, il n'a pas le droit de te toucher. On va changer les choses. Il faut qu'on le dise. Parce qu'à ce moment-là, quoi qu'il arrive, il va rentrer chez lui et s'il se passe quelque chose, si à l'école on l'a dit... Mais c'est ce que font les psychologues, c'est ce que font les pédagogues au Canada. Au Canada, à 6 ans, on explique à l'enfant, voilà ton corps t'appartient. Voilà, il est comme toi, voilà ta zézette, elle est faite comme ça, tu peux y toucher, tu peux la regarder, tu peux utiliser un miroir pour voir comment elle est faite, et voilà ton zizi, voilà, etc. Et l'enfant tu es le seul à pouvoir toucher à ces parties-là. Et à partir de 4-5 ans, tu te laves tout seul. Il n'y a pas de raison que quiconque aille toucher à tes parties intimes. Et effectivement, comme vous dites, à partir du moment où une voix extérieure à la famille, qui a autorité, comme l'école, va dire à tous les âges, à toutes les classes, il va répéter « personne ne touche à tes parties sexuelles, personne ne touche à tes parties érogènes, ton corps t'appartient ». Et l'enfant sera protégé. Et surtout pas de la famille. Et surtout pas de la famille. Parce que c'est ça qu'on veut pas dire. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir... Oui, que ce soit de la famille ou de qui. Oui, mais il faut dire la famille. Parce il faut dire la famille. C'est surtout dans la famille que ça se passe. Et je le répète, c'est à 4 ans, puisque c'est à 4 ans que l'enfant est très Néanmoins, sexué. j'aimerais bien avoir votre avis sur quelque chose qui me trouble. Si vous regardez, par exemple, la série Game of Thrones, l'inceste entre frères et sœurs est vécu comme quelque chose d'émancipation, tout à fait à la mode, très tendance, etc. Si on regarde les incestes entre père et fille, relations complètement érotisées, Gainsbourg, d'autres, enfin bon, Lolita et tout ça, ça paraît aussi extrêmement tendance, extrêmement libéral, etc. Entre mère et fils, c'est encore pire.
Mother, I like to fuck you, MILF. C'est exactement... C'est le cas de Tisseron. Tisseron raconte, Serge Tisseron, le psy, qui raconte dans quelles conditions sa mère le faisait lui suçait le sexe. Et le faisait se C'est masturber. incroyable. Moi, quand j'ai lu Libération, libération. Donc ça, vous réagissez comment face à ça? Parce que c'est quand même une tendance. C'est-à-dire une tendance, qu'est-ce que... Eh ben, on entend parler de ça, c'est à la mode. Mais parce que on ne sait pas ce que, mais parce qu'on ne sait On ne sait pas pas les en dégâts France, que ça fait. On ne sait pas les dégâts que ça fait. On est ignorant en matière de sexualité en France. On est à un âge On féodal. refuse de voir. Puis même, enfin, je veux dire, il y a une espèce de sacralisation de la sexualité, de fantasme, d'idéalisation qui est complètement hors du temps. Enfin, je veux dire, n'importe. Plus la domination patriarcale. Plus la domination, bien que sûr. vous évoquiez au début. Exactement, mais je veux dire qu'on ne fait pas n'importe quoi avec un enfant. Enfin, on n'a pas le droit. C'est pas la famille qui est sacrée, c'est l'enfant. C'est l'intimité de Oui, l'enfant. c'est ça. Ce que je veux dire aussi, c'est Voilà. la question du psychotraumatisme. C'est-à-dire le fait que nous, en plus en France, spécialement, la psychanalyse a pris une place très importante, et donc elle a mis de côté le psychotraumatisme. Et le psychotraumatisme revient, il est revenu par le MDR Oui. dans les années 90. Le MDR qui est en fait Oui, une la méthode technique, voilà. Avec d'hypnose les- un peu avec les mouvements des yeux. Voilà. Et il y en a d'autres. oui. Mais qui tenait en compte le fait qu'il y ait des traumatismes. Il faut aussi que les médecins, que du côté de la médecine et tout ça, qu'on s'intéresse aux conséquences incalculables des Oui. violences sexuelles sur le corps des adultes après, avec des maladies incroyables, des pathologies des yeux, des pathologies de la bouche, notamment avec l'histoire de Freud. Il a quand même eu 30 cancers de la mâchoire, 30 opérations de la mâchoire. Des maladies auto-immunes. Maladies auto-immunes, Non, vous avez la fibromyalgie qui est un marqueur très Oui. fort, vous avez énormément de choses. Des gens comme ça qui vont avoir des pathologies à l'anus, des pathologies évidemment gynéco énormes. Et on dirait que on n'en parle pas, qu'il n'y a C'est pas d'études. dissocié d'une cause. Vous voyez, par exemple, j'ai fait un Oui, congrès. C'est une maladie. J'ai Il y fait a un tabou. un congrès sur On parle pas de contre on parle pas de la l'inceste sexualité. en septembre. Il y a un gastro-entérologue qui est venu et il nous a amené des études américaines sur le syndrome du côlon irritable. Oui. Sur l'étude américaine, 80% ont été abusés. 80 des personnes qui ont le syndrome du côlon irritable, et moi, dès que j'ai quelqu'un qui est... que La je connais, colopathie, en fait. oui, c'est des classiques. Même, c'est comme ça, moi, que je le sais. La personne me dit 3 marqueurs. Je dis, bah alors, il vous arrive quelque chose. Quand vous avez à peu près 3 marqueurs comme ça. Il faut que la médecine aussi s'intéresse à ça. Bien sûr. Parce que là, les gens vont, c'est le médecin. Et le médecin, il dit, bah vous avez une colopathie. Alors, ok, on va vous donner ça. Il faut à ce moment-là dire, mais peut-être on va faire une histoire. Il vous arrivait quoi? Vous voyez, il y a beaucoup à faire encore. Beaucoup dans ce domaine. Alors, ce qui se passe dans la tête de l'agresseur, puisque il faut aussi en parler, c'est sans doute, au fond, une pauvre capacité à gérer un stress et à répondre à une angoisse éventuelle, et finalement une excitation par l'interdit. Instrumentaliser autrui, quand même. C'est le passage à l'acte d'un tout-puissant qui n'a pas de limite, auquel on ne fixe pas de limite, auquel Qui on a ne fait pas quelquefois peur. Y compris la mère, là, Y compris la mère, bien qui, sûr. qui caresse son fils, etc. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est un système de domination, c'est ce qu'elle explique très très bien. Il y a un dominant et puis tout le monde Qui a quelquefois soumet à lui-même ce un passé dominant. de maltraitance familiale. Oui, parce oui, que bien c'est une histoire sûr. de famille. Oui, oui, souvent, mais pas forcément. Et ce Pas dominant, forcément, ça peut parce être qu'on la dit beaucoup que grand-mère. Ça se transmet justement d'une génération à l'autre. Et Oui, qu'en fait, mais parce que voilà, il faudrait Les grands étudier Une fois qu'on les a été cas. victime, on devient Évidemment, bourreau. moi, dans mon cas, effectivement, mon père, son propre père, couchait avec sa belle-sœur, et puis voilà. C'est peut-être pas du tout un avant, cas à part. etc. Donc c'est pas du tout un cas à part. Mais je veux dire, ça peut être aussi la grand-mère. Ça peut être, et entre frères et sœurs, parfois vous avez des frères qui sont plus jeunes ou des sœurs qui sont plus Oui. jeunes qui vont agresser parfois même un enfant plus âgé. Donc c'est un système de violence en fait. Il y a un individu qui prend la rajouter quelque violence chose, sur lui et qui agit cette violence sur l'être le plus faible. Oui, ce que je voudrais rajouter, là, c'est vraiment important. Vous avez la période sexuelle, c'est 3, 4 ans, 5 ans. Et c'est la période d'avant. Et quand, c'est pareil, il va y avoir assez d'éducation pour expliquer aux parents comment on fait avec les enfants quand ils ont 2 ans et demi, 3 ans. Quand on dit à un enfant de 2 ans et demi, c'est la période agressive, elle n'est pas du tout sexuelle, mais elle est extrêmement agressive. Et les petits garçons, en particulier les garçons, c'est à ce moment-là où dans l'éducation, il faut leur dire tu touches pas le corps de l'autre, mais de toutes les manières. C'est-à-dire tu le tapes pas,
Tu le touches pas. Puisqu'à ce moment-là, c'est pas sexuel ce qu'il va faire. Mais vous avez comme ça, et moi je reçois beaucoup de familles où il n'y a pas de loi sur ces garçons-là. Et j'ai peur pour ce qu'ils vont devenir. Si vous dites pas à un enfant de 2 ans et demi, s'il pense qu'il peut taper n'importe qui comme ça, au moment sexuel, eh ben, ça va être pareil. Il va rentrer dans le corps de la petite fille, comme il est rentré avant avec un bâton ou un truc comme ça. Là aussi, il y a quelque chose dans l'éducation des enfants entre 2 ans et demi, 3 ans et demi, d'expliquer aux parents, parce que moi je n'assiste qu'à ça, des parents démunis qui ne savent pas comment faire, perdus, et qui laissent des petits monstres un petit peu comme ça. Là aussi, il y a beaucoup de choses à faire, parce que si ces garçons-là, vous leur avez dit, s'il y a 3 ans et demi, ils ont intégré qu'on ne touche pas au corps de l'autre, comment ils vont agresser sexuellement? Ils ne le feront pas. Merci à tous les deux. Alors, je rappelle que, en ce qui concerne Bruno Clavier, ces 2 derniers livres, c'est L'inceste ne fait pas de bruit, des violences sexuelles et des moyens d'en sortir. D'en guérir chez Payot. Et puis, il ne savait pas pourquoi la psy a négligé les violences sexuelles. C'est aussi chez Payot. Merci à tous les deux. Et pour vous, vous veniez avec ce livre, Dorothée Ducy, Le berceau des dominations. Qui est une des fondatrices anthropologique de d'inceste. cette association qui existe depuis 2004. Voilà. Et j'encourage toutes les personnes victimes d'inceste à venir participer à cette association. C'est très, très restructurant et c'est tout à fait complémentaire d'une thérapie. Merci. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Rompre le silence sur l'inceste, 3e partie. Nos grands témoins sont Léonore Lequesne, ethnologue, directrice de recherche au CNRS, et Mathieu Bourrette, procureur à Reims, et auteur d'un livre qui s'appelle « La parole de l'enfant victime d'agression sexuelle dans le temps de la procédure judiciaire ». C'est un texte que vous avez fait paraître chez RS. Et vous, Léonore Lequesne, vous êtes auteur de plusieurs livres. D'abord, un livre sur la prison, qui était une ethnologue en centrale, et puis Avoir 16 ans à Fleury, et puis Un inceste ordinaire. C'est le livre qui nous a occupés aux éditions Belin. Alors, je dois dire que j'ai lu Un inceste ordinaire, et je dois dire que j'ai été assez fasciné par ce livre, parce que c'est l'histoire de Néligé, qui a été violée et torturée par son père, d'où plusieurs incestes, et au fond, d'où sont sortis 6 garçons. Et dans le village où ils habitaient, toute cette famille, on savait, on parlait, comme dans une cité, et il y avait un espèce de laisser-faire général. Et ce qui est assez intéressant, me semble-t-il, dans votre livre, c'est que Lucien G ne se cachait pas, que c'est un homme fort, un homme ordinaire, mais en même temps, il était imprimeur d'ailleurs. On peut dire que c'était quelqu'un qui, dans la société, au fond, on disait éventuellement derrière lui qu'il commettait l'inceste, ça circulait tranquillement, et au fond, personne ne pensait ni à le réprimer, ni à le dénoncer à un procureur comme Mathieu Bourrette. Comment est-ce que vous expliquez la chose? C'est-à-dire que quand on lit le livre, on est pris par l'atmosphère générale que vous retracez, et dans cette atmosphère, on se dit... mais il y a quand même bien quelqu'un, à un moment, qui aurait dû parler. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que les personnes ne disaient derrière le dos de cet homme, il commet l'inceste. L'inceste n'était pas pensé. On disait, c'est lui qui fait des enfants à sa fille, ce qui est complètement différent. Alors c'était le beau-père, en fait. C'est le père. C'est le père, effectivement, c'est pas le père naturel, c'est le père social. Enfin, il a adopté ses enfants. Enfin, cette fille. En fait, c'est l'histoire de Lydia, on peut dire le vrai nom, puisque c'est l'histoire de Lydia Aguardo, qui a été très médiatisée. Et les journalistes se sont tous jetés sur cette affaire en disant, regardez, dans ce village-là, tout le monde savait et personne n'a rien dit. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'est-ce que c'était que ce savoir, et est-ce que ces habitants n'ont rien dit. Et quand on leur a reproché ça, les habitants répondent « mais on n'a pas cessé d'en parler ». Et effectivement, ils n'ont pas arrêté d'en parler, de commérer. Sauf que l'inceste, sauf que eux-mêmes, lorsqu'ils en parlaient, ne considéraient pas ça du tout comme un inceste. Pour eux, c'était celui qui fait des enfants à sa fille, c'était un objet de commérage qui permettait aux uns et aux autres de se rassembler, d'entretenir des liens. Et puis il y a plein de raisons qui font que personne n'a signalé ça à la justice. Ses enfants.
Oui, enfin, il les battait quand même. C'était un homme sévère, voilà, il les battait. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir pourquoi ça n'a pas été dénoncé à la justice. Et pour plein de raisons. D'abord, cet homme a fait 6 enfants à sa fille, mais avant que les habitants sachent que cet homme les faisait à sa fille, ça a mis du temps. Ils en ont parlé entre eux. Tiens, quand même, on voit personne rentrer dans cette maison. Comment se fait-il qu'elle a un enfant? Et puis il y en a un deuxième. Donc les faits se sont su progressivement sur les années. Donc il n'y a pas eu d'information factuelle. C'est-à-dire on ne s'est pas dit tout d'un coup, lui il a violé sa fille, donc il faut aller le dénoncer. Ça c'est des faits qui se sont su progressivement. Ça c'est une première chose. Ensuite, effectivement, comme vous le rappeliez, Guardo ne s'est jamais caché. Et donc s'il ne se cache pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas de transgression. Et, ensuite, comme tout le monde le savait, mais tout le monde le savait, mais les magistrats le savaient aussi, les policiers le savaient aussi, tout le monde le savait. Donc si tout le monde le sait, à qui dénoncer quoi? C'est ça le. Alors vous dites vouloir ethnographier le silence. Et on va peut-être parler de ce silence ethnographié. Ça veut dire qu'en fait, il y a plusieurs silences possibles. C'est pas un silence en général, un silence abstrait, mais c'est en fait quelque chose qui est de l'ordre, au fond, du privé, mais qui circule dans la rumeur publique et qui ne fait pas l'objet, donc, effectivement, d'une dénonciation. Mais en même temps, comme c'est un tabou, un acte interdit, vis-à-vis de ce tabou, on sait qu'il faut garder le silence dans certaines circonstances. Alors, je pense que quand on parle de silence, il faut vraiment savoir de quoi on parle, en fait. Et que moi, je ne parle pas de silence, en fait. La parole circule. Le silence dans un cas d'inceste, c'est simplement la non-négociation à la justice. C'est ça, le silence. Ensuite, dans les familles, dans les villages, on l'a vu aussi dans l'affaire du Hamel, les gens savent et les gens en parlent. Donc la parole circule, en fait. Alors vous parliez du couple du Hamel, enfin, et des conditions dans lesquelles ce jeune garçon était violé par Duhamel, son père, homme extrêmement prestigieux dans la société française. Et en fait, tout le monde savait, tous ses amis savaient. On est dans une situation très différente sur le plan social, mais en fait absolument identique du point de vue de la manière dont le silence s'organise. Parce que c'est un silence qui est un faux silence, puisque beaucoup de gens savent, beaucoup de gens en parlent, mais ça ne vient pas jusqu'aux oreilles de la justice. Oui, mais il n'y a pas de silence. Il n'y a pas de silence. Enfin, il peut y avoir un silence ponctuel. La victime ne le dit pas à sa mère, la victime ne le dit pas à son frère. Par contre, la victime peut le dire à sa petite copine de classe. Le père ne le dit pas non plus, la belle-mère le sait, mais elle va pas le dire, elle va le dire à sa copine, à sa collègue. Enfin, donc c'est pas un silence, mais c'est une sorte d'acceptation tacite. On en parle, ça existe. Ça dépend. Faut voir la position de chacun. Après, on peut être choqué, on peut rester indifférent, on peut être dégoûté, on peut s'en amuser aussi un petit peu, on peut trouver ça un peu libertin, mais il faut absolument aller voir dans les faits comment ça se passe, parce que lorsqu'on parle de silence en général, on s'empêche de voir ce qui se passe, on s'empêche de comprendre la situation incestueuse en fait. Et donc, dans les faits, dans les situations sociales, chacun occupe une place spécifique. Et donc, il faut aller voir comment ça se passe pour telle personne, pour telle autre personne. Et là, on va comprendre un peu comment circule la parole et ce qu'est ce silence, entre guillemets, dont tout le monde parle. Et si on fait pas ça, on peut pas comprendre. Et à force de parler de silence, en fait, on met une chape de poids sur les situations incestueuses qu'on s'empêche de comprendre. Alors vous en venez à une définition de l'inceste en disant que c'est une relation sexuelle autorisée dans la famille, j'entends, entre deux membres qui sont apparemment adultes. J'ai pas compris votre question. La définition de l'inceste que vous donnez dans ce livre, vous dites que c'est une alliance interdite. Une alliance interdite dans la famille, une relation sexuelle peut être autorisée entre deux membres qui sont adultes, mais s'il y a un enfant ou s'il y a quelqu'un qui n'est pas un adulte, la relation n'est pas autorisée. Ça, faut voir ça. Oui, c'est ça, mais il faut voir ça avec M. Bourrette qui va vous expliquer ça mieux. Ça, c'est les textes de loi que je reprenais. La loi change d'un pays à l'autre en plus, donc. On a intégré la notion d'inceste récemment dans la loi pénale française. Autant la notion d'agression sexuelle, de viol est relativement ancienne,
autant il faut bien se rendre compte que l'intégration de l'inceste comme référentiel dans la loi pénale française, ça date de 2010, et encore, on l'a intégré dans des conditions assez particulières, puisque le Conseil constitutionnel a dit en 2016, vous n'êtes pas suffisamment précis, et le législateur a dû revoir sa copie en 2016. Et ce n'est finalement qu'en 2021 que la notion d'inceste dans le code pénal n'a pas eu qu'une dimension symbolique, mais a maintenant une dimension juridique particulière. Pour dire les choses autrement, jusqu'à 2021, quand on a intégré, à partir de 2010, la notion d'inceste, ça n'avait aucun effet, aucune conséquence sur les règles de procédure, les règles d'enquête, les règles de preuve ou les sanctions pénales. Ce n'est qu'en 2021 que la notion d'inceste a permis de considérer que tout rapport sexuel dans un cadre incestueux entre un mineur et un majeur était nécessairement soit une agression sexuelle, soit un viol. C'est quelque chose d'extrêmement récent. Quand on parle du silence, moi j'ai envie de parler du silence de la loi, du silence de la loi pénale par rapport à des comportements qui pouvaient être socialement réprouvés, qui pouvaient être considérés comme des tabous et des interdits, mais quand vous prenez la loi pénale, la notion d'inceste n'existe pas avant 2010 et avant 2021, elle n'a aucune incidence sur la gravité ou la faculté de condamner un majeur sur un mineur. Et j'en termine par là. Je rappelle encore aujourd'hui que les rapports sexuels consentis incestueux entre majeurs ne sont pas punis par la loi. Mais donc, en fait, finalement, on peut dire que c'est pas l'incest qui est puni. C'est le fait majeur mineur. C'est majeur mineur, voilà. C'est le fait que ça touche un mineur. Aggravé par le fait que ce soit dans la proximité. Vous voulez dire que la loi autorise deux adultes majeurs, même s'ils sont de la même famille, à avoir une relation sexuelle. Absolument. Le Code civil prohibe le mariage entre frères et sœurs, mais le Code pénal n'interdit pas et ne sanctionne pas des relations sexuelles consenties à caractère incestueux entre deux majeurs. Par contre, les enfants qui naîtraient de cette union-là ne peuvent pas être reconnus par les deux parents. Absolument. Donc ça, c'est une espèce d'hypocrisie. Les enfants ne peuvent pas être reconnus par les deux parents. Mais il y a bien eu pendant très longtemps un silence de la loi pénale face à un interdit social, ce qui est assez rare d'ailleurs. En règle générale, la loi pénale exprime dans la norme les interdits sociaux. Là, ça n'a pas du tout été le cas, ou plus exactement, ça l'est de manière récente, parce qu'on considérait d'abord que la loi pénale protégeait le mineur sans qu'il soit nécessaire de faire de distinction dans le rapport qui pouvait exister entre lui et son agresseur majeur. Là, on touche un problème important qui est quand même le problème, dans votre livre, de l'atmosphère générale. Là, on a l'atmosphère générale de ce village. Et en fait, l'atmosphère d'inceste, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens. Et on croit que ça ne touche que certains milieux sociaux et pas tous. Oui, l'inceste, il est commis effectivement dans tous les milieux sociaux. Alors là, vous parlez d'un village, mais il faut bien voir que ce n'est pas que le petit village, c'était effectivement un village de Seine-et-Marne, mais les bruits, le commérage sur cet homme était bien plus... s'étendait à la ville voisine, à la ville de Meaux. Donc et là, ça touchait aussi les notables, en fait. Donc c'est vraiment, c'était pas simplement les... Enfin, Raymond Guardo, effectivement, il est issu d'une famille, c'est issu d'un milieu populaire, mais autour sont les agriculteurs, et puis dans le village, dans la ville, il y avait les notables, hein, il y avait les magistrats, des avocats, le maire, tout le monde savait, tout le monde partageait la rumeur, en fait. Alors il y a un point absolument important quand même, qui est celui de la vérité, et de la vérité des faits. Est-ce que les faits sont fantasmatiques ou est-ce que les faits sont réels? Est-ce que ça intéresse la justice? La justice recherche une vérité. Moi, je m'interdis toujours de parler de la vérité, mais d'une vérité, c'est-à-dire à un moment donné, une décision de justice qui va fixer l'état d'un comportement
le sanctionner éventuellement, ou pas d'ailleurs, et indiquer à la fois symboliquement et réellement les positions de chacun. Auteur et plaignant, victime et coupable. Mais cette vérité, qui encore une fois est une notion que moi je veux relative, se heurte à énormément de difficultés et de freins, et c'est d'ailleurs un des éléments qui fait que l'on critique tant l'intervention de la justice et le système judiciaire par rapport à ces problématiques d'agression sexuelle et de viol, quel que soit le milieu social d'ailleurs, dans la mesure où nous nous heurtons à d'autres principes cardinaux du système judiciaire, et notamment celui de la présomption d'innocence. Alors, Mathieu Bourrette, comment est-ce que vous interprétez ce qui s'est passé à Outreau ? Comment est-ce qu'un scandale judiciaire de cette ampleur peut se développer ? Je sais bien qu'on a en général inculpé le juge, en disant, au fond, il n'était pas très malin, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait. Est-ce que c'est la responsabilité d'un seul juge, ou est-ce qu'il y a une responsabilité institutionnelle ? Moi, j'ai déjà du mal à traiter les dossiers qui me sont confiés. Alors... Oh, pas comme ça. Vous allez, alors, continuons. On va répondre sérieusement. Mais je réponds extrêmement sérieusement à un sujet qui l'est. Et donc, je suis incapable de vous analyser le dossier d'Outreau parce que je n'analyse que ce que je maîtrise et ce qui m'est donné de connaître. En revanche, Outreau a eu des conséquences institutionnelles. Outreau a eu des conséquences institutionnelles sur la manière dont nous appréhendons la parole de l'enfant, sur la manière dont nous appréhendons la notion de preuve, sur la manière dont nous travaillons avec les experts. Et pour le coup, et j'espère que ma réponse ne vous déplaira pas, lorsque l'on regarde les évolutions statistiques, c'est-à-dire lorsqu'on essaie d'objectiver de manière macro ce qu'a été la réponse pénale en matière d'agression sexuelle et de viol, il y a une cassure après Outreau en termes de poursuite pénale et en termes de condamnation. Ce que je veux dire par là, c'est que on a constaté, après Outreau, que la justice revenait sur une évolution qui avait été la sienne dans les années 80 et 90, c'est-à-dire une augmentation du nombre de poursuites et de condamnations pour baisser dans ces deux items. Et c'est encore vrai aujourd'hui en matière d'agression sexuelle, viol sur mineurs, alors que dans le même temps, les lois sur la prescription ont permis de prendre en considération de plus en plus de faits, alors que dans le même temps, les pénalités encourues se sont durcies, et alors que dans le même temps, on a professionnalisé les services d'enquête, les services de justice, les magistrats, dans l'écoute, la prise en compte de la parole. Ce que je veux dire par là, et c'est en ça que je ne me défausse absolument pas dans la question sérieuse que vous avez posée, et sur laquelle j'essaie d'apporter également une réponse sérieuse, c'est qu'aujourd'hui, pour moi, le sujet n'est pas d'analyser le dossier d'Outreau. Il l'a été commenté, il y a des décisions aujourd'hui définitives qui ont été rendues. Mais d'essayer de voir comment le système judiciaire a failli. Le système judiciaire a été impacté par Outreau. Et le système judiciaire a été impacté par Outreau en disant, eh bien, nous avons d'abord un système avec une présomption d'innocence. Nous avons un système où c'est à la partie poursuivante de démontrer la culpabilité du mis en cause. Et nous avons l'obligation d'une certaine forme de neutralité dans l'analyse de la parole de la victime. En tout cas, a priori. Et je pense que ces éléments-là, un peu comme une logique de balancier, si vous voulez, sont aujourd'hui des choses qui sont très mal comprises par les victimes, un certain nombre d'associations, d'avocats spécialisés en accompagnement des victimes, de professionnels du droit, de la thérapie aussi. C'est interprété comme une sorte de retrait ou de prudence ou de... C'est interprété, à mon sens, je ne veux pas parler à leur place, comme une forme de déni
de déni de la parole de la victime, Oui. de déni de la parole de l'enfant, de mise à plat et à même niveau de la posture dans laquelle chacune des parties va se trouver. En gros, on va nous reprocher de mettre au même niveau la parole de celui ou celle qui accuse et la parole de celui ou celle qui conteste. Mais en réalité, ce que Outreau a révélé et ce que les conséquences d'Outreau ont révélé dans le fonctionnement du système judiciaire, c'est qu'il y avait des principes qui s'entrechoquaient. Et qu'à un moment donné, en fonction de la position dans laquelle on se trouvait, on était bien obligé de faire prévaloir certains principes par rapport à d'autres. Oui, le problème, c'est comment on fait pour faire prévaloir certains principes par rapport à d'autres, et surtout comment ces principes s'adaptent à chaque cas concret. C'est ça qui est difficile. Et quand on a un juge qui n'a pas beaucoup d'expérience, quelquefois, il se trompe totalement, et en conséquence, il instruit non pas à charge et à décharge, mais quelquefois exclusivement à charge. Mais je vais vous rassurer, moi je suis magistrat depuis 25 ans et je ne suis pas bien sûr que mes 25 ans d'expérience me privent de commettre des erreurs dans ce domaine-là. Je ne suis pas absolument convaincu qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre des années, si vous voulez. On est sur de la patte humaine, on est sur des dossiers individuels, on est sur des situations où on peut être instrumentalisé, manipulé, on peut avoir des faiblesses ou des forces, des certitudes qui peuvent être évolutives aussi. Je ne suis pas absolument convaincu parce que ce serait vraiment trop facile finalement de dire, eh bien, prenons que des magistrats qui ont 20, 25 ans d'ancienneté et les choses fonctionneront mieux. Je pense véritablement que le sujet est celui des valeurs. Est-ce qu'on fait prévaloir la présomption d'innocence? Est-ce qu'on envisage des logiques d'aménagement de la charge de la preuve? Est-ce qu'on fait un pas de côté en disant finalement qu'est-ce qu'attendent les victimes de la justice? Est-ce que c'est une logique de reconnaissance, de rétribution, de sanction du mis en cause? Est-ce que véritablement, quand on a affaire à des situations où la plainte vient extrêmement tardivement, c'est le système pénal qui est le mieux à même de répondre à ça? Est-ce qu'il faut trouver d'autres systèmes de justice qui peuvent répondre à des sollicitations et des demandes qui ne sont pas en corrélation avec la manifestation de la vérité judiciaire pénale? En général, on pense d'abord que la protection de la victime est essentielle. Maintenant, il faut d'abord assurer la protection de la victime. Et ensuite, effectivement, se pose le problème de la sanction de l'éventuel coupable. Moi, je peux entendre que dans certaines circonstances, il peut y avoir une victime et on n'est pas sûr du coupable. Et en conséquence, on ne sait pas bien comment les choses se passent. Mais comme en plus, elles se passent entre deux individus dans le secret, le plus souvent, c'est très très difficile de démêler quelles sont les vraies responsabilités dans ce secret. Mais j'ai envie de vous poser la question à mon tour. La protection de la victime, c'est la protection de la victime de l'enfant de 5 ou 6 ans dont on va découvrir au moment de la commission des faits qu'il est victime d'abus sexuels dans un cercle familial, ou c'est la victime de 25-30 ans qui, après 3 ou 4 tentatives de suicide et qui n'aura révélé que à son premier conjoint dans le secret de l'alcôve ce qu'elle a pu subir quand elle avait 6 ans, qui doit être protégée. Dans le premier cas, j'ai envie de vous dire, la protection peut être la sortie du giron familial, le placement, l'accompagnement, éventuellement même les problématiques de retrait d'autorité parentale. À 25 ou 30 ans, la protection, elle se présente évidemment différemment. Est-ce que c'est une protection sociétale qu'il faut envisager? Est-ce que c'est une protection médicale individuelle au regard des choix que cet adulte va vouloir faire? Et pourtant, dans les deux cas, ce sont bien 2 enfants de 6 ans qui ont été agressés. Est-ce que c'est une réparation, comme ça a été évoqué par Arnaud Gallet tout à l'heure, ou dans le cas de la commission Sauvé, sur les réparations? Quelqu'un comme Antoine Garapon a réfléchi aussi sur ces sujets-là et a dit qu'il faut envisager de pouvoir faire un pas de côté parce que la réponse pénale est insuffisante, elle sera nécessairement insuffisante, voire inefficace, et que c'est une autre forme de réparation symbolique qu'il faut envisager. C'est quelque chose qu'on peut peut-être entendre pour des victimes qui ont 30, 35, 40 ans, pour des victimes qui ont 6, 7, 8 ans, le sujet est évidemment différent. La seule différence qui existe entre ces 2 victimes de 6 ans,
c'est le temps qui est passé. Dans un cas, c'est peut-être 6 mois, 1 an. Dans un autre, c'est 20, 25 ans. Mais la question aussi, c'est quelle est la responsabilité, où est la responsabilité de faire émerger et de juger ce qui a pu se passer. Parce qu'on en parlait précédemment dans le débat précédent sur croire l'enfant, la parole de l'enfant, etc. Mais je crois que le juge Durand avait dit la révélation des violences sexuelles est plutôt une responsabilité collective, en fait, sociale, pas que de la justice. Mais pas que de l'enfant lui-même juste en tant qu'individu, capable ou pas capable d'évoquer quelque chose. Que la société et l'État mettent en place tous les dispositifs permettant la révélation de la prévention. Et la prévention. Par exemple, en tous les systèmes de formation des policiers et des gendarmes, les salles Mélanie, les UAPED, les unités médico-judiciaires qui se sont développées, qui continuent à se développer pour le travail en meilleure synergie entre les psys, les enquêteurs, les pédopsychiatres, au moment où on va entendre un enfant. Ça, c'est du domaine de la responsabilité collective et je pense même que c'est le rôle de l'État de prendre en charge cette problématique-là, comme d'ailleurs celle de l'enquête et de l'éventuelle sanction pénale. Après, maintenant, le système pénal, c'est aussi un système de responsabilité individuelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de faute collective. En tout cas, dans le champ pénal. Peut-être que dans le champ social, peut-être que dans le champ moral, et c'est ce qui a été fait d'une certaine manière par la SIAZ, en disant... la SIAZ, c'est la commission sauvée sur les abus sexuels dans l'Église. Où l'Église a fait un choix, que moi j'estime très courageux, de considérer qu'il y avait une responsabilité institutionnelle, qu'elle devait être d'une part exprimée et d'autre part devenir indemnitaire. Bon, très bien. Réparation financière. Absolument. C'est un autre champ que celui de la responsabilité pénale. La responsabilité pénale, c'est que chacun individuellement pris dans son propre comportement peut ou non être sanctionné. Mais quand je disais tout à l'heure qu'il fallait peut-être envisager de faire des pas de côté pour accompagner les victimes dans un autre champ que le champ pénal, quand vous parlez de la question de la responsabilité, quand on voit ce qu'a choisi de faire la SIAZ, c'est peut-être justement une réflexion de responsabilité collective, mais qui, sauf à chambouler complètement les principes du système pénal, ne peut pas être un principe de responsabilité collective. Alors justement, Madame Lequesne, au fond, compte tenu de l'étude que vous faites, est-ce que vous croyez à cette responsabilité collective et est-ce que vous pensez qu'il faut penser cette réflexion collective ? Je ne sais pas ce que vous entendez par réflexion collective. Qu'est-ce que... Je veux dire par là, est-ce qu'il faut penser cette manière pour la collectivité de réagir on a un livre publié au Seuil qui parle de l'atmosphère d'inceste. Vous racontez dans un village cette espèce de caution donnée par l'ensemble du village, par la rumeur d'une certaine façon, à l'inceste, sans que quoi que ce soit ne bouge. On a quelque chose de l'ordre du collectif. Alors, est-ce qu'on peut traiter cette situation collective ? Il va falloir qu'on réfléchisse en tout cas à la manière dont on peut effectivement faire cesser ces faits d'inceste. Ça c'est clair et je pense, là je suis en train de réaliser une recherche sur la détection de l'inceste, la suspicion d'inceste en institution en fait. Et je me rends compte que la procédure pénale n'est pas du tout adaptée à la question. Les signes. Mais c'est ce que vient de dire Mathieu Bourrette. Oui, tout à fait, oui. Qu'elle n'est pas, En tout cas, c'est pas la seule solution. C'est pas la seule réponse. C'est-à-dire que la manière dont les institutionnels, par exemple les enseignants, les médecins, les instituteurs, les travailleurs sociaux suspectent des cas d'inceste, ça monte pas, ça n'arrive pas. Ce sont des faits trop anodins. Il faut vraiment un faisceau d'indices pour que ça passe, pour que les faits arrivent au substitut, qu'il puisse, lui, avec ces faits-là, ouvrir une enquête de police, sans que les policiers leur disent « mais attendez, avec ce que vous me montrez, je peux rien en faire de votre truc ». Enfin, je veux dire, ou alors ça attendra. Ils sont submergés et puis après, une mère qui est en instance de divorce et qui utilise l'idée au fond d'un inceste commis par son ex-mari. Je ne sais pas si elle utilise l'idée, en tout cas, une mère... Elle peut utiliser l'idée sans qu'il y ait aucune réalité. Voilà, ça peut arriver, mais c'est à mon avis pas le majeur. Mais ça peut arriver, mais en tout cas, je veux dire, effectivement, une mère qui est en instance de divorce et puis qui va écrire une information précoce en disant ma fille m'a dit que et tout ça, qu'est-ce que le professionnel, il regarde ça et dit mais que je ne peux rien en faire, je ne peux pas envoyer ça au substitut, je ne sais pas si vous reviendrez,
vous serez d'accord ou pas. Vous êtes extrêmement démoralisée ou démoralisante, mais c'est pas tout à fait exact, si je puis me permettre, parce que il existe l'article 40 du Code de procédure pénale. Les enseignants, les éducateurs, les responsables d'associations qui organisent des colonies de vacances, des centres d'accueil d'enfants, des centres de loisirs, etc., les communes, les départements, chaque fonctionnaire, en tout cas, dès qu'il a le soupçon de quelque chose, à charge de s'adresser à ses hiérarchies, de l'étayer et de toute façon transmettre au procureur. Moi, j'ai fait ça pour la ville de Paris. J'avais fait ça avant à Jeunesse et Sport. Les préfets ont maintenant un fichier d'interdit d'exercer dans les colonies de vacances, les centres de loisirs. Mais ça progresse très lentement. On voit que ça sort dans le milieu du sport, difficilement. L'éducation nationale aussi, très difficilement. Et la question peut-être posée tout à l'heure par Antoine, c'était est-ce qu'il peut y avoir une réaction ou une mobilisation collective des citoyens, enfin des gens lambda, quoi, assez scandalisés. Ou ça sert à rien. Moi, je vous trouve un peu sévère. Je vous trouve un peu sévère parce que plus de la moitié des signalements viennent des institutions. Donc je crois que les systèmes de dénonciation institutionnelle fonctionnent. La loi parle de dénonciation. L'article 40, c'est un article de dénonciation. Pas de délation, mais de dénonciation. Fonctionne plutôt bien. On a mis en place un certain nombre de numéros verts, par ailleurs. Là aussi, ça fait partie des progrès. Le sujet serait plutôt la prévention à ce moment-là. Le sujet serait soit en amont, soit en aval. D'accord. En amont, sans doute, les éléments de prévention ou les éléments de détection. En aval, ce que nous en faisons. Et ce que nous en faisons n'est pas toujours aisé, c'est ce que je dis. Moi, j'ai un certain nombre de signalements qui me sont adressés exactement comme ils doivent l'être. Et comme le dit ma voisine, on n'arrive pas toujours à en faire ce que nous souhaiterions pouvoir en faire, ou ce que nous estimerions pouvoir en faire. Donc, en la matière, je crois qu'il y a eu quand même beaucoup de progrès qui ont été réalisés, parfois d'ailleurs par des condamnations, pour de non-dénonciation, il ne faut pas l'oublier, dans les différents secteurs, et je ne crois pas qu'il y ait aujourd'hui de déni de ces sujets-là. Merci à tous les deux. Donc, on va s'arrêter là, et je voudrais recommander la lecture de Un inceste ordinaire que vous avez publié chez Belin, et puis conseiller à nos spectateurs, une fois de plus, de fermer la télévision et de réfléchir à ce qui se passe autour d'eux. C'est-à-dire que s'il y avait plus d'observateurs avertis de ce qui se passe dans une société, s'il y avait plus de spectateurs et de réflexion à partir de ce qui se passe, eh bien, sans doute, on éviterait un certain nombre de drames. Lorsqu'on donne des chiffres de 5 millions, 6 millions de victimes de l'inceste, on peut penser que nous avons une responsabilité collective à laquelle il faudrait que chacun de nous réfléchisse. À la semaine prochaine.